Alors, avant de démarrer, quelques mots d'usage sur Racine. Racine est une initiative collective qui est portée depuis 2021 par un groupe de fondations, d'associations et d'acteurs académiques qui sont réunis autour d'une même ambition, qui est de faire évoluer leurs pratiques et leurs postures à travers une approche systémique de la philanthropie. En fait, ensemble, nous travaillons à créer les conditions pour que la philanthropie, notamment dans ses relations avec les associations, contribue à apporter des réponses durables et profondes aux enjeux rencontrés par nos sociétés. Donc, dans ce collectif, on retrouve Ashoka, la Fondation Bettencourt-Schuller, la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Entreprendre et Plus, la Fondation Entreprendre, l'ESSEC, la Fondation de France, Porticus et Ticket for Change. En un mot, nos actions s'articulent autour de trois grands volets. Un premier volet qui est de créer et partager des connaissances, donc notamment à travers ces webinaires, mais aussi à travers des formations comme le parcours philanthropie systémique, qui est un programme destiné aux professionnels et administrateurs ou administratrices de fonds et fondations. Vous avez été aussi nombreux à signer l'appel de Racine pour une transformation des pratiques philanthropiques. Et vous découvrirez le centre de ressources qui est en ligne sur le site initiativeracine.org et qui rassemble des ressources, des outils et retours d'expérience sur l'approche systémique en philanthropie. Un deuxième grand volet d'action, c'est pour Racine, c'est agir et expérimenter. Et ça prendra plusieurs formes en 2026, et notamment une expérimentation conjointe avec l'exploration systémique sur les leviers de changement dans les fondations qui cherchent à mettre en place une approche systémique. On trouvera aussi, on prévoit aussi de réaliser une étude sur la transformation des organisations engagées dans le parcours Racine. On a d'autres projets encore d'expérimentation. Et enfin, le troisième volet, c'est la question de comment connecter et dialoguer entre les différents acteurs. Et donc pour ça, on met en place des groupes focus annuels pour un dialogue régulier avec les associations. Et on propose des espaces de réflexion entre pairs ou des espaces mixtes sur des thématiques spécifiques. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter le site de Racine et à suivre notre page LinkedIn qui vous permet de rester informé sur toutes nos actualités. Et j'ai surtout le plaisir d'introduire aujourd'hui, pour parler de philanthropie et démocratie, trois acteurs qui ont en commun d'être engagés sur le Fonds pour la démocratie qui a vu le jour en 2025. Et à travers ces trois acteurs, trois perspectives qui illustrent bien les différentes parties prenantes de ce fonds, qui viennent du monde de la philanthropie, du monde associatif et du monde de la recherche. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Mathilde Rivoire. Mathilde est coordinatrice générale du Fonds pour la démocratie, qui est le premier fonds philanthropique dédié au soutien à des associations qui agissent pour renforcer la démocratie en France. Après une formation littéraire et en sciences politiques, Mathilde travaille depuis plus de 10 ans dans le champ de la philanthropie pour des structures d'intérêt général en France et aux États-Unis. Elle occupait auparavant le rôle de responsable du développement au sein de l'association Démocratie ouverte, en charge notamment de son plaidoyer en faveur de l'engagement des philanthropes pour l'innovation démocratique. Donc, bienvenue Mathilde. On accueille également Maya Spanu, qui est la directrice d'Ariadne, le réseau philanthropique européen sur le changement social et les droits humains, et qui est membre du cercle d'orientation du Fonds pour la démocratie. Maya apporte une vaste expérience à l'intersection de la philanthropie, de la justice sociale, des droits humains, de la démocratie et de l'espace civique. Avant de rejoindre Ariadne, elle était responsable du pôle recherche et affaires internationales à la Fondation de France et elle a participé à la première équipe cœur de l'initiative Racine. Donc, elle connaît bien Racine. Son parcours couvre la philanthropie, le monde académique, la société civile, et elle a travaillé sur des sujets tels que l'espace civique et la démocratie, les droits humains, la justice sociale. Bienvenue, Maya. Et enfin, nous accueillons Taoufik Valipuram. Taoufik a porté plusieurs casquettes lors de ces 15 dernières années. Président de WeShare, administrateur de plusieurs structures travaillant sur les enjeux d'éducation et d'alimentation dans les quartiers populaires franciliens, la transition écologique et sociale des entreprises, etc. Depuis 2022, Taoufik travaille à visibiliser et solutionner l'endogamie sociale dans les espaces d'influence culturelle, politique, économique et philanthropique. Il a notamment co-créé deux initiatives, Démocratiser la politique
et le festival et prix des littératures urbaines. Enfin, il accompagne des organisations sur ces enjeux cruciaux et il est lui aussi membre du cercle d'orientation du Fonds pour la démocratie. Donc, bienvenue Taoufik. Donc, pour commencer cette discussion, je vais me tourner peut-être vers toi d'abord, Maya, pour que tu nous dises pourquoi et comment la démocratie est devenue un sujet de réflexion et d'action commune entre fondations et associations. Merci Claire, merci pour cette invitation et merci à tout le monde pour être là avec nous ce matin pour parler de philanthropie et démocratie, et notamment du Fonds pour la démocratie. Donc Claire, pour répondre à ta question, je pense que d'abord, partout en Europe, et la France n'y échappe pas, l'environnement civique et politique évolue rapidement. Donc selon le Civicus Monitor, euh, qui est un outil utilisé au niveau international pour mesurer le niveau de ouverture démocratique ou rétrécissement démocratique de différents pays à l'échelle mondiale. Donc, seuls 19 pays européens disposent encore d'un espace civique qualifié d'ouvert. Donc, en 2023, des pays considérés comme stables, dont la France, ont été reclassés et en restreint, donc de ouvert en restreint en raison de limitations ou de pression sur certaines formes de mobilisation citoyenne, notamment le droit à manifester. Donc ce phénomène, c'est important de le dire, n'est pas brutal et n'est pas immédiat. Il suit la dynamique d'un déclin démocratique progressif, tel que le documentent de nombreux chercheurs, chercheuses, ainsi que des acteurs plutôt engagés sur des sujets justement de suivi de ces évolutions. Je pense ici à la Fundamental Rights Agency de l'Europe. C'est une érosion du pluralisme, c'est une érosion de l'état de droit, de la liberté d'association et d'expression. Donc dans ce contexte, les acteurs qui incarnent la démocratie au quotidien, associations, défenseurs des droits, journalistes, activistes du climat, de l'égalité, de l'antiracisme, font face à plus de contraintes juridiques et pratiques, ainsi qu'à une pression financière croissante. Et parallèlement, ce qu'on voit et qui est très important de noter, c'est que des organisations que l'on nomme au sens large anti-droit, anti-égalité ou anti-démocratie investissent massivement pour influencer le débat public. Donc j'ai retrouvé des chiffres là entre 2019 et 2023. Donc selon Neil Data, qui est un expert international hein, sur les mouvements anti-droit, plus de 1,18 milliard de dollars en Europe ont été, disons, dirigés au- pour influencer, voilà, des débats antidémocratiques, anti-égalité, ce qui est quand même un chiffre très important. Ce que l'on observe, et c'est important de le dire, c'est en France comme ailleurs, et ça c'est un schéma commun qui est nommé par nombreuses chercheuses, chercheurs, c'est que ces dynamiques font partie de ce qu'on pourrait nommer le authoritarian playbook, le livret autoritaire, si on veut le traduire comme ça en français. Donc une stratégie structurée visant à affaiblir des contre-pouvoirs, à fragiliser les espaces de débat aussi. Et ce phénomène, je dirais, ne touche pas seulement les sociétés civiles. Il touche directement la philanthropie, et ça, on le voit de plus en plus. On peut penser à la France, mais on peut penser à d'autres contextes européens. On voit aussi ce qui est en train de se passer aux États-Unis actuellement. Et alors, dans ce contexte, comment la philanthropie s'empare-t-elle de ce sujet de la démocratie? Oui, dans ce contexte, fondations et associations ont commencé vraiment à se réunir autour d'un constat commun, et je parle là au niveau européen comme au niveau français aussi, hein, vu le Fonds pour la démocratie. Donc sans démocratie solide, sans pluralisme, sans liberté fondamentale, notre capacité d'agir à toutes et à tous est fragilisée. C'est vraiment ce qui a motivé, et là je reviens sur le Fonds pour la démocratie, c'est ce qui a motivé la création du fonds même. Un travail qui a été entamé collectivement il y a plusieurs années avec voilà, presque une centaine d'acteurs qui réunissent associations, chercheuses, chercheurs, fondations, mécènes, pour vraiment imaginer un outil nouveau, commun et ancré dans une vision partagée. Peut-être vous dire aussi plus personnellement, j'ai rejoint ce collectif à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, je travaillais entre la recherche et la philanthropie. Et aujourd'hui, en tant que personne travaillant dans un réseau européen de philanthropie engagée sur les droits humains et le changement social, j'observe vraiment cette dynamique partout en Europe. Donc les acteurs philanthropiques comprennent que leur mission sociale, qu'elle concerne le climat, l'égalité, l'éducation, la cohésion sociale, dépendent d'un écosystème démocratique sain.
Oui, merci Maya. Alors on le sait, le sujet est devenu un sujet finalement nouveau pour la philanthropie et dans un contexte que tu as décrit qui se tend considérablement. Et finalement, qu'est-ce que ça change dans les pratiques philanthropiques? Merci Claire. Je pense que ça change beaucoup de choses. Donc peut-être à commencer, cela change notre compréhension du rôle des fondations dans la société, dans l'espace civique. Donc soutenir la démocratie n'est pas un thème de plus, c'est le socle qui permet à toutes les autres actions d'exister. Et cela oblige aussi la philanthropie, j'utilise le terme oblige, peut-être que c'est un peu trop fort, mais pousse, voilà, la philanthropie à se penser non seulement comme soutien aux organisations, mais aussi comme gardienne d'un écosystème, un écosystème de droit, de la justice et de pluralisme. Et sur ça, je souhaite peut-être vous renvoyer vers deux études que nous avions menées quand je travaillais à la Fondation de France, une spécifiquement sur philanthropie et démocratie, et l'autre sur philanthropie et transition juste, où ces sujets et aussi ce rôle de la philanthropie dans l'espace social sont mis en avant. Deuxièmement, je dirais que cela change aussi les méthodes de financement philanthropique. Donc, dans un contexte instable, les organisations ont besoin de soutien flexible, pluriannuel, fondé aussi sur des rapports de confiance. Et ce n'est pas toujours simple, hein, ça on le sait, mais ça reste quand même indispensable. Ainsi que la prise de décision démocratique au sein même des fondations. Encore une fois, je vous renvoie là sur l'étude Philanthropie et démocratie de la Fondation de France. Et Mathilde vous en dira plus sur le fonctionnement même, excusez-moi, du Fonds pour la démocratie tel que nous l'avons conçu. Mais l'idée est vraiment d'avoir une gouvernance et une prise de décision démocratique. Enfin, cela change en général notre manière de travailler. Donc, dans le contexte actuel, et là je porte peut-être ma casquette Ariadne, il s'agit vraiment de travailler ensemble et de pouvoir aussi se concerter et se coordonner. Donc, un mot pour conclure avant de laisser la parole à mes autres camarades. La démocratie, si on la définit comme un système fondé sur l'équité, la participation, le pluralisme, des institutions transparentes, l'état de droit, et un cadre dans lequel beaucoup de fondations se reconnaissent spontanément. Et pourtant, en France, seulement 2% des fondations et fonds financent explicitement la démocratie, le pluralisme et la justice. Donc ce décalage, si vous voulez, crée un peu un dilemme qui vraiment nous pousse à réfléchir à comment la philanthropie peut soutenir, voire elle-même faire partie des acteurs de l'espace civique travaillant au quotidien au maintien du débat public, de la cohésion sociale, des libertés, etc. Donc le moment que nous vivons nous oblige vraiment à une prise de conscience, je dirais. Protéger la démocratie, c'est protéger les conditions mêmes des missions sociales de la philanthropie. Et c'est précisément ce qui peut pousser fondations et associations à agir ensemble dans, encore une fois, une logique de confiance et de responsabilité partagée. Je vais m'arrêter là pour le moment. Merci. Merci Maya pour cette introduction et ce panorama. Avant de passer la parole à Mathilde, je voudrais simplement revenir vers vous, participants et participantes à ce webinaire, pour vous dire que si vous avez des questions à partager après avec les intervenants et intervenantes, vous pouvez les partager dans l'espace questions-réponses qui permettra de revenir ensuite, de revenir vers vous. Je vais me tourner vers toi, Mathilde, pour te demander donc ce que fait le Fonds pour la démocratie, que tu puisses nous en parler et finalement nous dire quels sont les leviers qui ont été à la jeunesse du fonds et peut-être aussi quels obstacles ou difficultés ont été rencontrés dans la mise en place de ce fonds. Merci Claire et bonjour à toutes et tous. Heureuse d'être avec vous ce matin. Donc peut-être pour faire le pont entre ce que vient de présenter Maya sur des enjeux de contexte à la fois européens et français, peut-être dire que la genèse de ce Fonds pour la démocratie, elle s'inscrit aussi dans un mouvement plus large en Europe de l'Ouest qui voit naître des fonds thématiques, philanthropiques dédiés à ce sujet de la démocratie. Pour en citer un autre, par exemple, la Fondation Roi-Baudouin et la Loterie nationale en Belgique viennent de créer un fonds pour la démocratie également. Il y a des dynamiques qui existent aussi en Allemagne, en Angleterre. Donc c'est aussi une tendance qui s'observe justement compte tenu de la dégradation du contexte aussi au sein des démocraties d'Europe de l'Ouest. Donc on s'inscrit dans ce mouvement d'engagement qui se structure au sein de la philanthropie avec un fonds pour la démocratie. Donc Claire
tu le rappelais en introduction, hein, qui vient officiellement, enfin qui a officiellement été créé cette année, donc qui est un fonds de dotation philanthropique qui marche sur deux jambes, ce qui est pas mal, qui est à la fois donc de pouvoir collecter des fonds pour créer vraiment un effet de levier d'engagement financier des philanthropes, de mécènes et du grand public, et les redistribuer auprès d'associations qui travaillent spécifiquement sur les enjeux démocratiques en France. Donc, on a pour objectif véritablement de pouvoir avoir une infrastructure philanthropique dédiée à cette thématique-là, qui permet de pouvoir s'engager pour soutenir des associations d'intérêt général qui protègent, promeuvent et réinventent la démocratie. C'est les trois axes, les trois aspects, avec pour le préciser, un enjeu de travailler sur la question de la protection du cadre démocratique, c'est-à-dire la protection des droits, l'accès à une information fiable et vérifiée, et la lutte contre la désinformation, mais aussi un volet de promotion de réinvention qui passe par la recherche, l'expérimentation et la capacité de pouvoir agir pour renforcer le pouvoir d'agir, et notamment et plus particulièrement des personnes qui sont les plus marginalisées ou exclues de la sphère démocratique. Donc on se situe dans cet espace-là d'action. On a du coup démarré une activité avec finalement une année qui se veut un peu pilote, qui est à la fois une année de lancement. Donc on a officialisé notre lancement public lors d'une soirée qui avait lieu au Théâtre de la Concorde à Paris le 6 novembre, et qui était aussi l'occasion pour nous de pouvoir annoncer les 13 premières associations qu'on soutient à partir de cette année, et qui illustre finalement la diversité des thématiques que je viens de mentionner, mais aussi la diversité des échelles d'action, puisqu'on a tant des associations qui agissent à un niveau national, autant que régional ou très local. Et ce qui nous intéressait dans ce premier cycle de financement, qui est aussi un apprentissage, et j'y reviendrai sur la notion un peu de laboratoire aussi d'expérimentation philanthropique qu'est ce fonds, qui sont qui ont été sélectionnés aussi dans un esprit de cohorte, c'est-à-dire qu'il y a intérêt aussi à pouvoir faire dialoguer différents espaces qui travaillent, associatifs qui travaillent sur les enjeux démocratiques à différentes échelles et suivant différentes thématiques. Donc on a à la fois un collectif d'habitants à Marseille, aussi bien qu'une association comme des Infox Migration qui travaillent sur la question de la lutte contre la désinformation sur les enjeux migratoires à l'échelle nationale. Donc, c'est intéressant de travailler sur cette dimension de cohorte et de diversité en fait des sujets et des thématiques qui peuvent être couvertes par ces questions rattachées à la démocratie. Et je reviens juste sur la notion peut-être de laboratoire d'expérimentation, c'est qui me permet aussi de parler de la genèse du projet. C'est que d'emblée, donc quand on a commencé à travailler avec plusieurs fondations, associations et chercheurs et chercheuses sur cette question de faire émerger du coup un fonds de dotation, un outil philanthropique dédié à la question de la démocratie, on s'est rendu compte aussi de l'intérêt de questionner les pratiques philanthropiques elles-mêmes. C'est-à-dire comment on fait pour créer un fonds qui est aussi participatif, qui permet d'intégrer une diversité de points de vue, d'expériences vécues dans sa construction même, de sorte qu'on puisse finalement en faire aussi une forme de laboratoire de démocratisation de la philanthropie. Et c'est un chemin d'apprentissage. On apprend. Mais en tout cas, on est sur cette ligne-là. Et est-ce que sur la question des obstacles et des leviers, Mathilde, est-ce que tu peux nous redonner des éléments de contexte qui permettent de nous dire finalement comment les choses se sont jouées pour vous? Oui, bah sur les obstacles, peut-être comme Maya le rappelait en introduction, la question du sous-financement des acteurs, donc moins de 2% des fonds et fondations qui sont engagés sur ce sujet de la démocratie, de la justice et du pluralisme
en France. Le fonds aussi, il a émergé dans un contexte de retrait d'une grosse fondation internationale qui s'appelle Open Society Foundations, qui a arrêté ses financements en Europe de l'Ouest, donc qui crée en plus dans une situation de sous-financement un appel d'air également qui fait que il y a vraiment un enjeu financier qui est extrêmement important en France sur ces thématiques-là. Et donc un contexte voilà, d'urgence de commencer à s'engager sur ce sujet et de pouvoir le mettre à l'agenda des discussions philanthropiques. Donc on a été créé aussi dans ce contexte. Et je pense qu'il y a aujourd'hui des leviers d'engagement, enfin déjà ce sujet, et merci encore de nous laisser cet espace aujourd'hui, mais on intervient, on est intervenu aussi aux dernières rencontres du Centre français des fonds et fondations. Enfin, on sent qu'il y a une préoccupation qui est de plus en plus importante. Et donc, et pour revenir peut-être au sondage sur engagé, peu engagé, très engagé, je pense de plus en plus une volonté de pouvoir aller sur ces sujets, d'y aller aussi en collectif. Et de pouvoir finalement voilà, travailler ensemble et travailler main dans la main. Et je pense que l'initiative Racine, elle connecte très bien avec ce qu'on fait au fond pour la démocratie, qui est aussi ben, dans cette réflexion systémique, comment on adapte nos pratiques à cet enjeu de la démocratie. Donc comment on construit vraiment notre action philanthropique à partir aussi de ce que proposent les associations et de leur rôle en fait directement dans la gouvernance du Fonds pour la démocratie. Merci Mathilde. Donc on sent bien, hein, c'est un sujet qui devient d'une actualité brûlante, un sujet sur lequel aussi on explore et un sujet sur lequel finalement, tu le disais, vous allez chercher des acteurs à des niveaux extrêmement divers, mais peut-être qu'il y a encore finalement assez peu d'acteurs qui prennent la démocratie comme axe d'intervention. Et je vais peut-être me tourner vers toi, Taoufik, pour avoir ton point de vue sur la manière aujourd'hui dont se jouent les relations avec la philanthropie sur ce sujet, et finalement ce que le sujet démocratie implique comme pratique et comme posture de la part d'un financeur, et en particulier d'un financeur privé, vu de ton expérience et de tes nombreuses casquettes. Merci beaucoup Claire et bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Très bien. Si vous voyez un bébé passer comme dans la fameuse vidéo du Covid, ne vous inquiétez pas, c'est des problèmes de garde et de crèche aujourd'hui. Donc effectivement Claire, merci de me donner la parole et merci d'organiser ce webinaire. Donc comme tu l'as rappelé, j'ai plusieurs casquettes et donc quand je vais m'exprimer, c'est on va dire un syncrétisme de toutes ces casquettes, à la fois au cercle d'orientation du Fonds pour la démocratie, à la fois comme porteur de projet. Tu en as parlé en introduction du démocratiser la politique ou du festival, mais également en soutien de beaucoup d'initiatives dans différents milieux, euh, initiatives qu'on peut soit qualifier de radicales et de transformatrices ou de, disons, réformatrices. Voilà, donc moi je m'inscris dans ce champ-là et c'est à cette casquette, avec ces casquettes-là que je parle. Donc je vais répondre d'abord à ta question avant de détailler. Je pense qu'aujourd'hui, mon point de vue est singulier, vous allez voir, et peut-être qu'il va en choquer certaines et certains, et j'espère qu'on pourra en discuter. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est temps d'acter collectivement un nécessaire changement de posture de la part des fondations et des fonds de dotation. Euh, Pourquoi? D'abord parce que si ce sont des acteurs privés, une grande partie de leur budget existe aujourd'hui parce qu'il y a rescrits fiscaux, pardon. Pour certains, ça peut représenter jusqu'aux deux tiers de leur budget en fonction de qui les finance. Donc en fait, ce sont certes des acteurs de droit privé, mais qui sont financés majoritairement par le fait que leur financement sont en partie soustraits à l'impôt. Et donc ça, pour moi, ça oblige à avoir une vision d'intérêt général. La suite de cette question, c'est de se dire, donc à partir de là, au service de qui sont les fonds de dotation et les fondations? Moi, ma position, c'est de dire qu'elles sont au service des personnes et des organisations qui portent des sujets d'intérêt général sur le terrain. Sur ça, je vais choquer personne. Mais ce que ça implique en termes de changement de posture, je vais l'exprimer comme ça, c'est qu'aujourd'hui, en fait,
les fonds de dotation et les fondations ont l'impression d'offrir des possibilités de financement et d'accompagnement à des acteurs de terrain. Moi, je pense que c'est le contraire qui se passe. Étant donné que les fonds de dotation et les fondations fonctionnent majoritairement par appel à projet, en fait, aujourd'hui, ils représentent plutôt la demande. En fait, les fondations et les fondations demandent à des personnes ou des organisations sur le terrain de s'adapter à leurs appels à projets ou à leur socle socio-culturel afin de proposer des projets qui vont, in fine, être sélectionnés. Et ça, je pense que c'est quelque chose c'est une sorte d'impensé ou un biais, ou en tout cas quelque chose qui n'est pas discuté collectivement. Euh, et ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire que, et ça, c'est su, mais c'est peut-être moins discuté publiquement pareil, c'est que en fait, qui a besoin de qui aujourd'hui? Ce sont les fondations et les fondations qui ont besoin des acteurs de terrain, qui ont besoin des porteurs de projets pour exister, puisque ces derniers peuvent exister sans financement. Et la plupart des acteurs de terrain existent sans aucun financement, ni privé ni public. En revanche, s'il n'y a pas ces acteurs-là, les fondations et les fonds de dotation n'ont aucune raison d'exister. Donc quand je dis ça, donc je pose un premier cadre, et le deuxième cadre que je voudrais poser pour revenir, pour remonter ensuite dans ta question claire, c'est le cadre de la démocratie. Euh, Là encore, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais ça va mieux en le faisant. Il n'existe pas de philanthropie dans des sociétés non démocratiques. Il n'existe pas de philanthropie dans des sociétés autoritaires. Ça n'existe pas. Allez-y, cherchez, bon courage. Vous ne trouverez pas grand-chose d'intéressant. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, la question de de la démocratie, tout ce dont on parlait à la fois Maya puis Mathilde, en fait, c'est pas du bonus de la part des fondations et des fonds de dotation. C'est quelque chose de nécessaire. C'est quelque chose que les fonds de dotation et les fondations doivent prendre à bras le corps. Prendre à bras le corps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on interroge la relation entre les acteurs et la philanthropie, et quand on regarde de manière générale le couple philanthropie et acteurs, au sens large, au sens large, si on prend une définition très très large de la démocratie et une définition très très large des projets à caractère démocratique, on pourrait dire que les fondations, elles jouent leur rôle, puisque aujourd'hui, elles financent des projets dans le lien social, dans la cohésion, dans la culture, pour les médias, etc. Si on le prend au sens large, c'est facile de pouvoir expliquer que, contrairement au chiffre qu'a donné Maya, avec lequel je suis d'accord, non, non, mais certes, on n'alloue pas 2% de notre budget à la démocratie, mais en fait, on joue notre rôle dans la démocratie. En revanche, plus on spécifie, plus clair, tu vois, plus on va définir de manière précise, à l'aide de ce qui a été décrit par Maya tout à l'heure, puis Mathilde, ce que c'est que, un, la démocratie et la sauvegarde de la démocratie, et ce que sont deux, des acteurs qui contribuent à promouvoir, à protéger, à renouveler la démocratie, et bien là, effectivement, on se retrouve avec, comment dire, confronté à une minorité de fondations et de fondations qui soutiennent des initiatives, et une minorité également d'acteurs qui les portent. Pourquoi? Parce que comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est la demande de projets qui façonne l'offre de projets. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Nous, quand on a lancé Démocratiser la politique, qui est un projet de recherche et d'action autour de l'éviction des classes populaires en politique, on est parti du terrain. On est parti du fait que de nombreuses militantes et activistes de terrain qui voulaient aller dans la démocratie politique nous disaient, ben, quand on vient de classe populaire, même quand on a comme moi un bac+5, qu'on a les codes, qu'on sait parler, etc., c'est extrêmement compliqué. Parce qu'il y a on entre dans un jeu dont on ne maîtrise pas les règles, implicites ou explicites. Alors, imaginez pour des personnes qui n'ont pas ces codes. Ils ont d'autres codes qui valent autant, mais ils n'ont pas ces codes des mondes dominants. Donc on part de là. Et quand on part de là, on se dit on va monter un projet de recherche-action. Et on le fait avec des personnes, Tara Dickman, Kevin Vacher et moi, qui connaissons les milieux de la philanthropie, qui avons les codes, etc. Et même avec tout ça, Claire, ça a été compliqué. Pourquoi? Ça a été dit par Maya et par Mathilde, mais parce que il y a une relative frilosité de la part, on parlait d'obstacles, ta question précédente c'était les obstacles, Claire. Il y a une relative frilosité de la part des fonds de dotation et des fondations d'aller sur la question démocratique, parce qu'on a l'impression qu'en faisant ça, on se mêle du politique. Mais en fait, quand on est un acteur de droit privé et que notre budget, il provient de subventions, enfin, pardon, de donations plus ou moins énormes qui sont soustraites à l'impôt public, on est de facto un acteur politique. Par contre, acteur politique, et je pense que Maya, si elle n'en a pas déjà parlé, on parlera tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'on est partisan. Voilà, il y a peut-être là, il y a comment dire, une clarification à faire. On peut agir euh, de manière politique, on peut agir pour soutenir
les enjeux démocratiques, y compris en soutenant des collectifs qualifiés de militants, sans faire le jeu de la partisanerie politique. Je pense que c'est... Vas-y Claire, excuse-moi. Mais oui, non, en t'écoutant, ça faisait écho en fait avec une question qui a été posée dans le forum questions-réponses, qui était finalement que répondent les fondations qui refusent de s'engager sur les questions de démocratie. Quels sont les arguments que tu as pu entendre, par exemple, de leur part? Alors, le premier argument qui revenait il y a 3 ans, ça a quand même changé en 3 ans. Je veux dire, quand on lance démocratiser la politique il y a 3 ans et aujourd'hui, les réponses sont pas les mêmes. Mais il y a 3 ans, les réponses qui revenaient souvent, c'était c'est génial, mais c'est trop politique. Mm. Et je leur dis, mais en fait, nous sommes tous et toutes des acteurs politiques. Et puis, quand ton organisation, ton entreprise ou votre, ça, en fonction du niveau de familiarité que j'ai avec ces personnes-là, quand on finance un think tank, un laboratoire d'idées ou autre, en fait, on est dans la politique naturellement. Donc, c'est trop politique. Ensuite, je vais prendre l'autre extrême pour mettre les pieds dans le plat. L'autre extrême, c'est donc de l'argument le plus difficile à dénouer, hein. C'est la peur de se mettre à dos ces financeurs, les financeurs au-dessus. Parce que ils auraient des opinions politiques différentes euh, de celles qui pourraient être entendues par le soutien de l'action précise. Donc je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, Claire, mais en gros, l'intermédiaire, mais ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein d'endroits, finalement, anticipe une peur parfois irrationnelle sur le retrait d'un financement parce qu'on soutiendrait une action qui est qualifiée comme trop militante. Ça, en vrai, Claire, même si ça arrive, en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que c'est une peur souvent exagérée. Donc, en fait, et c'est là où je pense qu'il y a un intérêt pour des initiatives comme le Fonds pour la démocratie, comme la Concorde, ou d'autres initiatives en Europe, et c'est pour ça que je me suis investi dans le Fonds pour la démocratie, c'est que je pense que le Fonds pour la démocratie et la Concorde ou d'autres acteurs actrices peuvent jouer ce rôle justement de tiers de confiance, qui peuvent à la fois rassurer des fonds, des financeurs, qui sont parfois trop précautionneux, et de l'autre côté, comprendre les besoins de terrain d'acteurs et actrices qui sont, il faut le dire, et je vais terminer par ça, Claire, qui sont désillusionnés ou désabusés en fait par le jeu du fonctionnement des fondations. Et je vais vous livrer une petite anecdote en toute amitié, mais il y a 2 ans et demi, moi j'ai envoyé à 3 mois d'intervalle 2 ou 3 emails sur l'initiative Racine, parce que je trouvais que c'était hyper intéressant. Et j'ai jamais eu de réponse. Et j'ai croisé quelques mois plus tard des personnes qui y travaillaient. Et donc je leur ai dit, mais comment dire, sans agressivité. Je leur dis, voilà, j'ai écrit. Et donc je leur ai dit, vous savez, l'initiative Racine, elle est géniale. C'est un appel d'air, mais quand vous faites un appel d'air comme celui-là, il faut que vous compreniez le contexte dans lequel aujourd'hui se trouvent les acteurs qui sont sous-financés. Et par conséquent, Claire, que quand tu lances une idée comme celle-là, quand tu lances un appel d'air, quand tu ouvres un appel d'air comme celui-là, et qu'il n'y a pas de répondant, en fait, on crée une nouvelle déception auprès des acteurs et actrices qui sont mobilisés. Donc moi, j'en appelle aussi à la responsabilité de chacune et chacun ici présente. Et je termine promis là-dessus. C'est le bout de mon déroulé. Mathilde l'a abordé tout à l'heure en partie lorsqu'elle parlait du Fonds pour la démocratie, c'est que on doit changer la gouvernance des fonds et des fonds de dotation pour que cette gouvernance, comment dire, reflète le tissu associatif français. Et ça ne se fera pas sans casser des œufs. Voilà, ça crée des tensions et des frictions, mais qui sont absolument nécessaires. Donc, ça implique, Claire, pour terminer vraiment, puisque tu m'as posé la question, qu'est-ce que ça implique comme pratique et changement de posture? Ça implique une nécessaire formation. Les acteurs de la philanthropie doivent se former à tout un tas de sujets, ça prend du temps, jusqu'à des sujets comme le racisme ou le mépris de classe, qui sont souvent inconscients, mais qu'on retrouve dans la sélection des porteurs de projets, qu'on retrouve dans les interactions, qu'on retrouve dans la manière de sélectionner également les projets. Voilà ce que j'ai à dire, moi, en tout cas, avec mes différentes casquettes, sur l'état des lieux des acteurs et du jeu des acteurs entre philanthropie et démocratie. Merci Taoufik et merci pour la piqûre de rappel. Chez Racine, on aime bien être bousculé et casser les codes. Donc, tu fais bien de nous le redire. Merci. En fait, ce que tu disais me permet de rebondir aussi sur
le résultat du sondage sur la question qui vous a été posée sur à quel point vous vous sentez, vous, personnellement engagé sur les questions de démocratie, soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle. Donc, vous avez été 3% à répondre peu engagé et ensuite, il y a 3 tiers qui se répartissent à peu près également entre plutôt engagé, engagé et très engagé. Et en fait, vous êtes quand même 40% à vous dire très engagé, ce qui est intéressant parce que ça rejoint aussi ce que tu disais, Taoufik, sur le fait que finalement, il faut peut-être pas se faire peur avec le sujet de la démocratie. Et ça me permet de revenir vers toi aussi, Maya, pour savoir si finalement il y a des sujets qui reviennent régulièrement dans les discussions avec les fondations, quand il s'agit justement de leur implication sur le thème de la démocratie. Oui, merci Claire. Je pense que Taoufik a donné une bonne vue d'ensemble en fait des grands enjeux et aussi des grandes tensions hein, qui animent les relations euh, les rapports hein, sociaux et comme on les voit reflétés, philanthropiques ainsi qu'avec le monde associatif. Maintenant, peut-être pour ma part, revenir sur un point que Taoufik mentionnait aussi initialement, c'est une distinction qui, à mon sens, aide beaucoup à clarifier en fait des discussions internes au sein de la philanthropie elle-même, un point peut-être stratégique pour dépasser et libérer certains mécanismes et certains blocages peut-être. Et c'est vraiment la différence entre neutralité et être partisan ou non partisan. Donc, dans beaucoup d'institutions philanthropiques françaises, et pas que françaises, on parle spontanément de neutralité. Mais quand on regarde de plus près ce que signifie être neutre, on voit que c'est bien plus complexe que ce terme pourrait l'assumer initialement. En effet, en tout cas, c'est si on prend la définition même hein, de neutralité, dès qu'une fondation finance ou un fonds finance un projet, que l'on choisisse un enjeu plutôt qu'un autre, donc que l'on parle de culture, de recherche médicale, d'état de droit, de antiracisme, de égalité de genre, de art et musique, ou bien que nous adoptions une approche, qu'elle soit systémique, territoriale ou fondée sur la confiance, on fait déjà un choix de positionnement. Donc le fait même de s'engager dans la vie de la cité, d'allouer des ressources pour transformer des situations sociales ou sur un enjeu plutôt qu'un autre, tout cela est déjà une forme d'engagement dans la vie publique. Autrement dit, la philanthropie peut se penser plus ou moins prudente, équilibrée, responsable, mais je ne suis pas sûre que le terme neutre nous aide ici. Ce qui me semble beaucoup plus opérant dans le contexte légal français, et je parle de légal, c'est parce qu'on parlait aussi d'intérêt général précédemment, c'est le terme de philanthropie non partisane. Donc encore une fois, ce que Taoufik disait initialement, ce qui distingue vraiment le soutien électoral versus l'engagement sur des enjeux de société comme l'égalité, la lutte contre les discriminations, l'accès aux droits, la cohésion sociale. Donc en France, en effet, on a cette distinction qui est importante de la poser, ce qui ne va pas nécessairement être le cas d'ailleurs dans d'autres pays. Par exemple, en Allemagne, on a des fondations qui sont directement rattachées à des partis politiques ou qui sont même issues de partis politiques. Donc voilà, on a vraiment des réalités très différentes selon les contextes dans lesquels on se trouve. En France, cette distinction est vraiment très précieuse parce qu'elle permet d'assumer que oui, on travaille sur des sujets qui ont une dimension politique au sens large, c'est-à-dire qu'ils concernent la démocratie et la vie publique, mais qui ne sont pas nécessairement pour ou contre un parti politique. C'est plutôt un alignement autour de pratiques et de valeurs, si vous voulez. Et ça, je pense, aide aussi à lever certaines craintes internes. On peut être non partisan tout en étant, comme vous l'avez dit dans le sondage, hein, engagé. Donc, à partir de là, se poser une deuxième question, c'est jusqu'où va cet engagement? Et c'est que là, je pense que la notion de registre de prise de risque est utile aussi, et ça, c'est pour être en complément vraiment à ce que Taoufik disait tout à l'heure. On peut imaginer une sorte de continuum, si vous voulez, de soutien financier à des associations, pardon, à la participation à des coalitions, ou encore à la prise de position plus publique, de l'advocacy, des discussions par exemple avec les pouvoirs publics aussi. L'important, il me semble, est de reconnaître qu'il ne s'agit pas d'un choix binaire engagé, pas engagé, mais vraiment d'un répertoire d'actions dans lequel chaque organisation peut décider où se situer selon son mandat, son histoire, sa gouvernance et le contexte, sans crainte justement d'être associé à un parti ou à une vision d'un parti politique particulier.
Donc cette approche, je pense, permet aussi de pacifier, j'espère en tout cas, certains débats internes. Nous ne sommes pas en train de trancher entre une neutralité totale et un militantisme, mais de réfléchir collectivement à la place qu'on veut occuper. Donc, et je pense que ça, c'est vraiment une ligne de fond essentielle que l'on a adoptée aussi au fond pour la démocratie. C'est penser quel est le rôle, quelle est la place, quelles sont les responsabilités de la philanthropie, les responsabilités sociales, politiques, les responsabilités morales aussi. Et je vais m'arrêter là pour le moment. Merci. Merci Maya. Euh, je vais me tourner en fait vers vous trois, peut-être vers toi d'abord Mathilde, mais ce serait intéressant de vous entendre vous trois sur ces différentes questions. D'abord, quels sont les risques ou les points de vigilance que vous identifiez à ce stade pour garantir la pertinence et la légitimité du Fonds pour la démocratie dans la durée? Et puis après, j'aimerais bien vous entendre sur vos espoirs pour ce fonds à moyen et long terme. Mathilde, si tu veux commencer? Oui, je pense qu'on a abordé ces questions aussi en toile de fond avec les différentes interventions, puisque enfin, la question du risque, pour faire écho aussi à l'introduction de Maya, c'est aussi un risque de l'inaction, c'est-à-dire de voir une détérioration continue et accentuée du contexte d'intervention des associations et des fondations et qui peuvent venir limiter leur capacité d'agir. Toufik le rappelait, il n'y a pas d'action dans un contexte autoritaire, dans un contexte de dégradation des droits. Et il y a une vulnérabilité pour les fonds de dotation, les associations. Je ne vais pas revenir sur les questions du contrat d'engagement républicain, par exemple, ou de ce qui est documenté sur la question des menaces vis-à-vis des libertés associatives et la manière dont les contre-pouvoirs peuvent être aussi atténués dans un contexte de montée de dynamique autoritaire. Mais en tout cas, on sait et on observe que la capacité d'agir des acteurs du champ de la société civile, elle peut être très largement contrainte. Donc il y a un enjeu voilà, d'action sur ces sujets. La question aussi de la légitimité, je pense qu'elle fait écho vraiment à la discussion qu'on a là sur l'importance aussi, dans un contexte justement de crise de la démocratie représentative, de défiance vis-à-vis des institutions, des élites politiques, financières, des décideurs publics, de se dire que, il y a un intérêt à construire, notamment autour de ce fonds, une démarche de solidarité, d'alliance au sein de la société civile qui peut être robuste, c'est-à-dire qui nous permet d'agir dans la durée en se connaissant, en se faisant confiance, en comprenant les différences de point de vue, de perspective, et même les différences de langage. Voilà, donc il y a vraiment ce travail de construction des liens et de coopération qu'on essaie vraiment de prendre à bras le corps dans la dynamique du Fonds pour la démocratie et qui nous semble être une condition pour la légitimité d'action philanthropique sur le sujet de la démocratie spécifiquement. Et la question de la durée, elle est centrale, elle nous traverse énormément dans ce projet, tant par, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de sujets, tant par l'urgence, enfin j'essaie de le dire parfois dans l'urgence de démarrer à appréhender le temps long. Donc on a une question vraiment d'urgence de s'investir sur ce sujet de la démocratie spécifiquement et en tant que tel du côté des acteurs privés qui peuvent avoir un rôle voilà, décisif pour soutenir des contre-pouvoirs associatifs. Euh, et de se dire que cette action, elle ne peut que s'aborder dans le temps long. Voilà, donc, et qu'il faut s'y prendre dès maintenant. Je mentionne juste quelque chose parce que je ne l'ai pas dit dans mon introduction aussi sur la question du fonctionnement du fonds. Mais ce que je trouvais intéressant peut-être aussi à dire ici, c'est que je vois, et c'est extrêmement intéressant, que les fondations qui soutiennent le fonds, qui sont intéressées aussi par son action, elles, elles vi- ce qu'elles nous ont fait remonter aussi, et ce qu'on a beaucoup entendu dans la phase de préfiguration, c'est l'intérêt de sortir des silos thématiques et de trouver en fait sur le sujet de la démocratie une belle opportunité pour travailler
vraiment une démarche, parce que le fonds, il fédère des fondations qui viennent du secteur des questions climat, des questions des droits des femmes, de fondations généralistes, de fondations qui travaillent déjà sur les questions démocratiques et d'indépendance des médias. Mais je vois, on a aussi la Fondation pour le logement des défavorisés, donc sur la question de la précarité du mal logement. Je trouve extrêmement intéressant aussi de nourrir ce débat entre fondations qui ne travaillent pas sur les mêmes axes thématiques et qui peuvent se rejoindre, comme on le dit là, sur la question démocratique en tant que axe transversal, racine, du coup, comme c'est approprié de le dire aujourd'hui. Merci, merci Mathilde pour ces précisions. Euh, Peut-être avant de passer aux questions-réponses des participants, et d'ailleurs c'est intéressant parce que vous allez voir évidemment un certain nombre de ces questions et réponses font écho à des sujets que vous venez d'évoquer. Est-ce que vous voulez partager avec nous quels espoirs vous portez pour ce fonds à moyen et long terme aujourd'hui, de là où vous êtes à l'intérieur vraiment pour toi, Mathilde, et puis pour vous, Taoufik et Maya, de là où vous êtes avec aussi vos responsabilités par ailleurs sur vos différentes activités. Est-ce que... Oui, alors Oui, vas-y, ouais, commence. en quelques mots, un grand espoir parce que on sent que ça bouge. Je veux dire, moi j'ai commencé à travailler sur ce projet finalement fin 2022 dans un contexte qui n'avait pas encore vu les élections du second mandat Trump, les européennes, les législatives. Enfin, je vois qu'il y a un changement, qui a eu des électrochocs et que ça continue et il y a un désir et une volonté d'action qui s'est renforcée. Et je trouve aussi euh, voilà, particulièrement intéressant la manière dont on aborde des questions centrales, comme l'a fait Taoufik, sur l'enjeu aussi de transformation philanthropique. Et je pense qu'il y a beaucoup d'espoir dans l'écoute, le dialogue et les conversations aussi franches qu'on peut avoir collectivement pour adresser ces sujets complexes et qui nécessitent voilà, beaucoup de coopération entre différents secteurs. Maya, tu veux continuer? Oui, absolument. Et peut-être je vais faire écho à ce que Mathilde disait, mais vraiment, l'espoir est double. D'une part, c'est voir de plus en plus d'acteurs philanthropiques engagés sur ces sujets, dans un contexte qui est tendu, hein. Quand j'ai commencé mon intervention au tout début de notre webinaire, je mentionnais ce qui est en train de se passer en Europe, ce qui se passe en France. Donc, on n'est pas juste à regarder ce qui se passe aux États-Unis et vous avez vu la dégradation rapide de l'espace civique, des libertés associatives, mais aussi des libertés philanthropiques. Vous le savez, hein, Open Society Foundations ont même fait une déclaration très ouverte sur le fait qu'ils sont concrètement sous attaque constante de l'administration Trump. Donc voilà, c'est quelque chose qui vient toucher la philanthropie elle-même en Europe, dans le monde entre guillemets occidental. Et donc c'est important aussi de se rendre compte que ce ne sont pas des dynamiques qui sont uniquement propre à certains contextes régionaux dans le globe, hein, qu'on regarde ce qui se passe en Indonésie ou qu'on regarde ce qui se passe en Serbie par ailleurs. C'est quelque chose qui est vraiment présent partout, c'est une dynamique commune et la France n'est pas immune à certaines dynamiques comme les chiffres et les différentes datas que je vous présentais précédemment soulignent. Donc on a vraiment l'espoir au fond pour la démocratie de se dire, voilà, vu ce qui est en train de se passer, les acteurs philanthropiques souhaiteront s'engager davantage sur ce sujet. Et cela va de pair avec la transformation du secteur lui-même, donc les transformations philanthropiques. Il s'agit de démocratiser le fonctionnement de la philanthropie. Il s'agit aussi de penser son engagement, la distinction que je portais précédemment. Qu'est-ce que ça veut dire être engagé? Ce qui est très chouette pour la philanthropie, je trouve, parce que la philanthropie n'est pas un acteur élu, voilà, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas une entreprise qui a besoin de faire du profit. En fait, la philanthropie a cette liberté de pouvoir innover.
Et je pense que c'est vraiment important, et c'est ce qu'on souhaite aussi amener au fond, hein, je me permets, Mathilde, Taoufik, j'espère que vous êtes d'accord, c'est d'ouvrir cet espace, de lever certaines craintes afin de pouvoir innover ensemble. Et donc avec tous les acteurs et actrices de terrain, comme je vous disais, les défenseurs des droits, les acteurs de l'espace civique et d'autres secteurs aussi qui souhaitent en fait s'unir sur des enjeux d'intérêt général et de démocratie. Voilà, merci. Taoufik, tu veux peut-être Et compléter? Taoufik Ouais, pour merci conclure. beaucoup. Merci beaucoup. Alors, conclure et puis ouvrir aux questions-réponses avec tout le monde ici. Je vais rester dans la lignée de mon intervention et je vais commencer par rebondir sur ce que vient de dire Maya. Maya, tu dis que la philanthropie a la liberté de pouvoir innover. Et oui, et du coup, pour moi, ça implique à la fois que c'est de prendre conscience que c'est une grande chance et de prendre conscience que c'est une grande responsabilité. Moi, je viens d'un milieu populaire. Je ne crois pas à la méritocratie, au mérite, à tous ces trucs, mais c'est pas le sujet. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est que j'ai cette chance d'être connecté encore à mon milieu d'origine, à commencer par mes parents, mon frère et toute ma famille et tous mes amis. Et donc, je réalise la chance et la responsabilité que j'ai aujourd'hui d'être au fond pour la démocratie, d'être au bord de Bicorp, de pouvoir monter des projets comme le Démocratie de la politique ou un festival parce que j'arrive à ouvrir des portes. Et donc, en fait, j'essaie de toujours me connecter à celles et ceux qui galèrent le plus dans la vie de tous les jours. Et quand on dit ça, quand je vais continuer à filer avec ce qu'ont dit Mathilde et Maya, c'est que quand on dit que l'heure, elle est grave en France, si vous, dans votre vie de tous les jours, en tant qu'acteur et actrice de la philanthropie, vous n'êtes pas au contact avec des acteurs associatifs dont les fonds sont coupés en deux, ou voir qu'ils sont obligés d'être fermés. Il y a un pouce en l'air là, mais c'est pas voulu, hein. C'est l'intelligence artificielle qui envoie un pouce alors que c'est pas vraiment le sujet de mon propos. Mais si vous n'avez pas ce contact avec des organisations qui se font fermer et qui n'arrivent d'ailleurs même pas à s'auto-organiser pour lancer leur propre fonds de dotation parce qu'ils sont empêchés par la préfecture, par exemple, c'est que vous n'êtes pas aujourd'hui au bon endroit en tant qu'acteur et actrice de la philanthropie. C'est qu'il y a un problème aujourd'hui de positionnement, de relation. Voilà. Quand j'ai dit ça, maintenant, comme l'a dit Mathilde tout à l'heure, c'est que la chance, c'est qu'on peut changer les choses. Alors, rien n'est immuable. Il y a un terme que j'aime beaucoup, et je vais rebondir avec ta question Claire, mais il y a un terme que j'aime beaucoup, c'est le terme de schismogénèse. Je vais l'écrire dans le chat. Grosso modo, c'est un terme qui a été inventé il y a près d'une centaine d'années par quelqu'un qui s'appelle Gregory Bateson et qui explique comment un groupe social décide de changer radicalement avec les normes sociales et culturelles dans lesquelles il évolue. Donc, pour donner un exemple très très concret, c'est par exemple une population dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Amérique du Nord qui décide de ne plus pratiquer l'esclavage alors que c'est pratiqué par des populations autour. C'est un pays ou une nation ou un peuple qui décide d'adopter des codes démocratiques alors qu'ils sont entourés par des États totalitaires, autoritaires, etc., etc. Dans l'histoire, on a vu ces schismogénèses émerger à plein d'endroits. Si par le passé des peuples l'ont fait, si des groupes sociaux l'ont fait, même dans des situations de crise, et moi j'ai 40 ans et depuis que je suis tout petit, j'entends qu'on est en crise démocratique. Nous, on peut le faire collectivement. On peut le faire collectivement. Et par contre, ça implique d'être au clair sur qu'est-ce qu'on vise clair comme espoir de long terme. L'espoir que je porte pour le long terme, pour tout ce qu'on fait, c'est que nous n'ayons plus besoin de le faire. C'est qu'il n'y ait plus besoin de fonds pour la démocratie, c'est qu'il n'y ait plus besoin de racines, c'est qu'il n'y ait plus besoin de ATD Carmonde, c'est qu'il n'y ait plus besoin de tout ça. Il faut qu'on soit aligné là-dessus. On doit travailler à ce que nous devenions inutiles. C'était le rêve de Coluche quand il a lancé les Restos du Cœur. Coluche serait effrayé aujourd'hui de savoir que les Restos du Cœur sont encore plus nécessaires que quand il l'a lancé il y a quasiment 40 ans. Donc ça, c'est mon espoir de long terme. Ça passe par quoi à très court terme ou à moyen terme? D'abord, pour le Fonds pour la démocratie, j'en reviens au fond, Claire, puisque c'est ta question, de montrer que nous sommes un démonstrateur concret qu'il est possible de changer radicalement les pratiques dans la philanthropie. Et quand je dis radicalement, je ne suis pas en train de dire qu'on va prendre des baïonnettes et qu'on va faire la révolution. Non, je suis en train de dire qu'on peut changer radicalement la gouvernance, la manière dont on sélectionne les projets, la manière de s'interroger sur nos biais, notre ignorance et donc d'aller chercher de la connaissance, etc., etc. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est changer la vie des gens. Moi, en tout cas, à titre perso, j'ai besoin, alors peut-être que c'est de l'ego, mais pourquoi pas, moi, j'ai besoin aujourd'hui
de voir que ce que je fais change la vie des gens, à commencer par la vie de ma maman, de mon père, de mon frère, etc. J'ai besoin de voir ça. Sinon, ça veut dire que je suis pas dans le réel. Voilà. Donc, j'ai envie qu'à moyen terme, on puisse changer la vie des gens à travers les acteurs, actrices qu'on soutient. Et puis, troisième chose, et je terminerai là-dessus, Claire, j'ai envie, en tout cas mon espoir à moyen terme, entre court et moyen terme, c'est que nous ne soyons pas seuls à porter le drapeau de la démocratie. Nous ne le sommes déjà pas. Encore une fois, je vous parlais de la Concorde en visible. Il y en a d'autres. Anne Lacoste vient de prendre la parole pour dire qu'avec le Fonds Inkerman, elle a été invitée à participer à la genèse du Fonds pour la démocratie. Nous savons qu'il y en a d'autres. On voit avec Mathilde aujourd'hui, avec les rendez-vous qu'on fait, il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées. On comprend, pour reprendre le sujet de Maya, que sur un continuum, il y a certaines organisations qui, à court terme, ne vont pas se positionner explicitement, mais vont soutenir. Mais on a besoin que d'autres prennent le drapeau explicitement. Donc, voilà l'espoir que j'ai. Donc, je résume très clairement mes espoirs à moyen terme. Un, qu'on soit un démonstrateur concret de changement des pratiques dans la philanthropie. Deux, qu'on ait des exemples, qu'on a changé la vie des gens, ça montrera qu'on est utile très concrètement. Et trois, que d'autres acteurs et actrices viennent avec nous, nous soutiennent et même aillent plus loin que nous. Je veux dire, on peut totalement imaginer que dans 5 ans, on devienne obsolète. Pas parce qu'on aura mis fin aux besoins de philanthropie en France, mais parce que d'autres acteurs et actrices auront été innovants, comme l'a dit Maya. Voilà mes trois espoirs pour faire en sorte que, à long terme, euh, nous n'ayons plus besoin de nous réunir ici en webinaire entre personnes qui nous apprécions, mais qu'on puisse vaquer à d'autres occupations. Merci, merci Taoufik. Et je vais me livrer à l'exercice un peu frustrant parce qu'évidemment, les questions que nous abordons maintenant donnent surtout envie de pouvoir en parler tous ensemble et en parler avec vous aussi qui êtes participants et participantes de ce webinaire et on aura sûrement des occasions de le faire d'ailleurs. Mais peut-être si je regarde déjà les questions qui ont été posées dans l'espace questions-réponses, il y a une, il y a en tout cas des questions qui sont d'ordre, et peut-être pour toi, Mathilde d'ailleurs, sur les dimensions organisationnelles et les implications finalement pour le Fonds pour la démocratie. C'est-à-dire finalement, c'est quoi pour le Fonds pour le Fonds pour la démocratie de fonctionner de façon démocratique et finalement, quels seraient les répertoires de fonctionnement, un peu comme on fait, comme on parle de répertoire d'action, qui permettent de qualifier de démocratique le fonctionnement d'une fondation. Est-ce que tu voudrais apporter quelque chose là-dessus, Mathilde? Et après, j'aurai des questions peut-être plutôt pour toi, Maya, d'ailleurs. Oui, merci pour cette question qui appelle déjà quand même l'humilité, premier point, parce que c'est peut-être que dans aussi la vision ou la définition de la démocratie, c'est un processus continu, vivant, et qui s'améliore. Je dirais que c'est aussi une question de posture d'apprentissage et de manière dont on centralise ou on problématise cette question en continu dans la construction de ce fonds. Donc c'est une question de démarche pour moi. Euh, je pourrais renvoyer dans la phase de préfiguration, on a mené avec Carole Sarkis, qui est, je crois, aujourd'hui présente, une étude qui est disponible sur le site internet du Fonds pour la démocratie, qui s'appelle Quelle philanthropie pour la démocratie et la justice sociale, dans laquelle l'objet de cette étude, dans le cadre de la préfiguration, qui nous a mené à interroger beaucoup d'acteurs internationaux, et plus particulièrement européens ou américains sur cette question, c'était à la fois la question de circonscrire l'objet, le sujet démocratie en tant que thématique d'intervention pour la philanthropie, et deuxième point, d'interroger les pratiques participatives les plus innovantes aujourd'hui dans le champ de la philanthropie. Et donc, on a eu des retours d'expérience particulièrement intéressants, beaucoup d'organisations aussi qui nous ont parlé de l'importance d'y aller crescendo pour assurer aussi une participation réelle. C'est-à-dire qu'il y a à la fois ce qu'on pose dans des statuts et à la fois ce qui est rendu possible par toute une série de facteurs qui sont à la fois nos postures, nos biais, nos formations, l'accès à l'information, la capacité organisationnelle et les ressources qu'on peut mettre dans la dynamique participative. Donc, c'est à la fois, donc pour répondre précisément, il y a cette étude qui est disponible pour aller creuser le sujet, où je vous invite à aller regarder, c'est dans la catégorie ressources.
Et deuxième point, nous, ce qu'on a mis en place, c'est donc une gouvernance qui se structure autour de trois cercles. Un cercle d'orientation qui définit la stratégie générale et qui administre le fonds. Un deuxième cercle qui s'appelle le cercle d'allocation des fonds, qui est vraiment l'entité qui sélectionne les projets qui vont être soutenus par une délibération collective et avec là un premier jury qu'on avait constitué qui rassemblait des personnes principalement issues du secteur associatif et de la recherche, qui ne sont pas les membres du cercle d'orientation. Donc on a fait appel voilà, à d'autres acteurs avec tout un processus d'ailleurs de gestion des liens d'intérêt. Qui sont propres au fait qu'on ait des acteurs associatifs qui soient pleinement impliqués dans la dynamique. Euh, voilà, donc je pourrais y revenir plus dans le détail auprès de personnes qui sont intéressées à ça. Et un cercle de soutien qui se structure et qui a pour objectif de pouvoir renforcer la dynamique de développement et de notoriété et d'obtention des ressources du Fonds pour la démocratie. C'est beaucoup d'énergie aussi à mettre là-dedans. Donc, je disais, on y va crescendo parce que il faut l'animer, définir et bien définir les rôles et responsabilités, les périmètres d'action, etc. Donc, on est en train de continuer à consolider ce projet de gouvernance. Mais ce que je retiens quand même des études enfin de l'étude que je mentionnais, c'est cet intérêt d'avoir un espace dédié pour l'allocation des fonds qui permette d'intégrer des personnes et d'avoir une vraie réflexion, en écho à ce que disait Taoufik aussi sur qui compose ces jurys et comment on fait pour avoir une meilleure représentation de la société française dans son ensemble, dans ces espaces de prise de décision sur les projets qu'on va considérer comme prioritaires. Voilà. Merci Mathilde. Donc, en t'écoutant, je me disais, mais finalement, ce qui permet de qualifier de démocratique le fonctionnement d'une fondation, les ingrédients ou les critères, est-ce que ça serait alors le fait d'avoir finalement une gouvernance pluriacteur, une attention portée à la question de la représentation, des règles du jeu collectives, notamment sur la question, par exemple, des liens d'intérêt. Est-ce que tu vois, comment est-ce que tu les définirais? Est-ce que tu en vois d'autres? Alors, oui, et je pense, par exemple, il y a quelque chose d'intéressant sur, je pense notamment aux questions de démocratie participative, sur les curseurs d'implication, et d'avoir conscience qu'il peut y avoir un premier niveau qui est de l'ordre de la consultation, un niveau qui est de la co-réflexion et il y a de la codécision. Donc aussi, il y a la question, quand je parlais de curseur, d'y aller crescendo, etc., c'est aussi se rendre compte que la question démocratique et de la participation, elle tient aussi et quand je parlais de participation réelle, à la question plus générale du pouvoir réel, en fait, dans la structure. Voilà. Et ça, le pouvoir réel, en fait, c'est un sujet. Et si je dis que c'est un processus continu et qu'on l'aborde avec humilité, enfin, je pense que ce qu'on peut retenir aussi, c'est l'importance euh, de, de complexifier les enjeux. Voilà, on lance des mots, etc. Mais après, c'est comment ça se met en œuvre réellement. Et ça, il faut du temps, il faut une réflexion commune. Voilà, j'espère que c'est pas flou ce que je dis. Mais c'est un processus continu. Et après, justement, cette question, elle est aussi intéressante parce que je me dis, spécifiquement sur la philanthropie, qu'est-ce que c'est qu'une philanthropie démocratique? J'ai donné comme ça notre boussole et ce qu'on a étudié, comment est notre pratique. Est-ce qu'il existe des articles précisément là-dessus? Je ne sais pas en réalité. Et c'est intéressant peut-être de le construire ou d'y contribuer à partir de notre expérience d'ailleurs. Et je précise aussi, et j'en termine, qu'on mène un travail de recherche-action qu'on a lancé en parallèle du lancement du fonds et que ça m'évoque l'intérêt de faire remonter ça au binôme de chercheurs qui nous accompagnent sur ces questions. Merci Mathilde pour tout ça. En tout cas, mettre ces sujets à la discussion, se parler de la question du pouvoir réel dans la structure, la question des curseurs d'implication, qui est déjà une manière de pouvoir apporter de la clarté sur ce point-là et se donner le temps et l'espace de la réflexion et de la discussion. C'est peut-être aussi une manière de pouvoir faire vivre la démocratie au sein d'une fondation. Maya, il y avait des questions qui sont peut-être plutôt dirigées pour toi, d'ailleurs. L'une qui disait, finalement,
Ma compréhension du paysage des partis politiques actuels, c'est que certains partis sont tout de même peu favorables à la démocratie. Donc, est-ce que c'est réellement apartisan de soutenir la démocratie? D'une part, et d'autre part, il y avait une question sur le chiffre de 1,18 milliard dirigé vers le soutien au débat antidémocratique. Est-ce que c'est possible pour toi de préciser d'où vient ce chiffre et ce qu'il nous dit des choix philanthropiques aujourd'hui? Merci Claire. Peut-être juste une chose, Mathilde, tu disais quelles sont les ressources qui existent justement sur la démocratisation du fonctionnement philanthropique. Encore une fois, il y a les études que nous avions menées à la Fondation de France en français. Mais au niveau en anglais, il y a aussi beaucoup de ressources pour les personnes qui peuvent lire en anglais. Par exemple, Alliance Magazine a répertorié une quantité incroyable de blogs, de opinion pieces, d'articles plus touffus sur ce que c'est que voilà une philanthropie plus démocratique, qu'est-ce que c'est que la philanthropie basée sur la confiance, qu'est-ce que c'est que une philanthropie plus participative. Donc voilà, là, je pense que vous pourriez trouver aussi des ressources et qui peuvent peut-être être utiles. Maintenant, pour ce qui est de la question provocatrice sur est-ce que c'est vraiment un partisan que de travailler sur la démocratie, c'est intéressant. Moi, la façon dont je répondrai à la question, peut-être que c'est une stratégie de ma part d'y répondre de cette façon, c'est de se dire, en fait, peut-être partons de la définition de ce qu'est la démocratie et d'une définition qui est basée d'ailleurs dans la recherche, hein, dans le monde académique. Donc, dans les sciences politiques, si vous voulez. Si on imagine la démocratie comme un modèle politique et social fondé sur la participation citoyenne, garantissant la possibilité de contribuer à des décisions qui façonnent la société, à tout le monde, qui repose sur le pluralisme, qui reconnaît la diversité des opinions, des entités et des intérêts comme une richesse essentielle en fait au débat public, qui incarne des institutions saines, l'état de droit, la redevabilité, la lutte contre la corruption. Ce qu'on va trouver, c'est que concrètement, l'état de droit par ailleurs, c'est que concrètement, les partis politiques aujourd'hui en France ne vont pas se positionner explicitement contre, parce qu'en fait, ils sont aussi issus du fait même qu'on est dans un système pluripartite, de la démocratie elle-même. S'ils existent, c'est grâce à la démocratie. Donc je pense que, encore une fois, c'est peut-être une stratégie rhétorique de ma part, mais c'est de vous dire, concrètement, dans la société dans laquelle on peut être pour ou contre certaines valeurs. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est très important de se dire, on n'est pas pour ou contre un parti politique, mais on est pour ou contre des valeurs, des pratiques, des idées. Et c'est là que je pense qu'on peut aussi stratégiquement désamorcer les craintes qu'il peut y avoir autour de ce que ça signifie d'être partisan, non partisan, neutre, engagé, politique, etc. Et voilà, ça c'est une réponse partielle que j'amène là aussi parce que je pense qu'on pourrait ajouter davantage. Et peut-être que mes camarades auront d'autres éléments à ce sujet. Ben, Taoufik, peut-être que tu veux, toi, Ouais, de rebondir, manière après je très 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 parlerai très des chiffres. courte, promis, vraiment en moins de 40 secondes. Il faut se rappeler que l'origine des partis politiques en France, donc il y a 130 ans, à peu près 140 ans, c'était de concentrer des ressources afin de permettre à celles et ceux qui ne participaient pas à la démocratie électorale ou politique parce qu'ils n'avaient pas le temps ou qui travaillaient trop, de pouvoir le faire. C'était ça l'origine des partis politiques, c'était permettre à ceux qui ne pouvaient pas de participer. On peut à peu près tous se faire une image de ce que c'est qu'aujourd'hui, de ce que sont que les partis politiques ou les institutions politiques. Donc, si on se dit que il est de notre devoir collectif de protéger et de sauvegarder la démocratie, et que celles et ceux qui sont censés le faire ne le font pas, c'est pas partisan de soutenir les acteurs et les actrices qui promeuvent la démocratie. C'est juste une responsabilité, j'allais dire, quasiment logique et naturelle. Voilà ce que je voulais peut-être aborder. Et sur la question des moyens, juste pour rebondir à ce que disait Mathilde, par exemple, nous, sur Démocratiser la politique, on travaille avec une cinquantaine de personnes appartenant aux classes populaires sur différents territoires. Et qui dit classe populaire dit différence de revenus et parfois grande précarité. Donc, ce qu'on a fait pour garantir la participation des personnes concernées, c'est que lorsqu'on a levé de l'argent, on a tout de suite fléché de l'argent pour rémunérer le temps passé des personnes dans ce qu'on appelle communément les focus group. Et ça, je pense que c'est quelque chose aussi auquel on doit se pencher dans la philanthropie, c'est la participation volontaire. Il n'y a pas de participation volontaire pour des personnes qui sont contraintes dans leur temps ou matériellement ou même émotionnellement parce que les vies sont différentes de la vie des personnes qui sont privilégiées. Ça fait partie des biais et des impensés dans nos espaces qu'on doit travailler
collectivement. Et je termine là-dessus, il n'y a pas de solution magique. Il va falloir aussi accepter de se tromper, et c'est pas un risque de se tromper. À chaque fois qu'on se trompe, on se rapproche soit d'une meilleure solution, euh, soit d'une moins mauvaise ignorance. Merci, merci Taoufik. Et peut-être Maya, il y avait une question plus précise sur ce chiffre de 1,18 milliard d'euros consacrés enfin, dirigés vers le soutien au débat antidémocratique. Est-ce que tu peux en dire plus peut-être sur... Tout à fait. Absolument. Peut-être juste rebondir sur une chose que Taoufik disait, c'est vraiment cette idée sur laquelle Taoufik concluait, qui est celle de, j'avais entendu quelqu'un en parler, ben justement l'ancien directeur éditorial de Alliance Magazine qui parlait de embracing failure. Donc vraiment embrasser, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit en français, mais la faillite potentielle, parce que voilà, ce n'est pas une faillite en tant que telle, en fait, c'est juste prendre des risques pour aller vers de l'innovation. Mhm. Ça, je pense que c'est très important. Mhm. Sur les chiffres, voilà, Helena Soares a mis a mis le lien. Effectivement, c'est Neil Data, qui est une personne hein, experte qui travaille sur les questions anti-droit, anti-genre et les mouvements anti-égalité, qui a fait une recherche très détaillée qui est sortie récemment et qui vient complémenter une première recherche qu'il avait menée au début des années 2010, je crois 2012 ou 2013, et qui montre en fait comment dans l'espace civique, de plus en plus d'acteurs plus ou moins définis, euh, qui peuvent être identifiés comme des personnes, mais aussi comme des organisations, des entreprises, des think tanks, vont commencer à verser de l'argent de façon plus ou moins formelle à tout type d'acteurs qui vont plutôt se positionner comme des acteurs en faveur de la dignité humaine ou de valeurs plus traditionnalistes, mais qui, au fond, derrière, ont aussi un répertoire et aussi une volonté politique très claire, qui est celle de se battre contre les valeurs dont on parlait démocratiques, dont je parlais justement initialement, le pluralisme, l'égalité, etc. Et ça peut être des acteurs qui sont partisans, donc qui sont attachés à des partis politiques, mais c'est aussi la mise en place de écoles de journalisme. Ça peut être aussi soutien à certaines associations spécifiques. Ça peut être soutenir des think tanks sur des projets très spécifiques, ciblés sur des sujets auxquels on penserait de façon inoffensive. Ah voilà, une nouvelle recherche qui sort sur ce sujet, mais qui vient influencer certains débats. Donc c'est vraiment se rendre compte que ce chiffre est là et qu'il a un pouvoir énorme. C'est que ces acteurs qui sont derrière ces financements qui concernent en Europe 275 organisations, ce qui est quand même un chiffre important, euh, se posent peut-être moins de questions que d'autres acteurs philanthropiques sur quels sont les processus à suivre, c'est quoi l'éthique, c'est quoi la morale là-dessus, et qui en fait agissent et qui investissent. Et c'est pour ça que je souhaite vraiment souligner à nouveau l'urgence de la prise de conscience du fait que voilà, en fait, on n'a pas vraiment de temps à perdre. Quand on parle d'innovation et d'espace pour l'innovation, oui, parce qu'on a le temps long, mais il y a aussi le temps court. Et il faut vraiment pouvoir ménager les deux, parce que le contexte ne permet pas de faire autrement. Si l'objectif, comme Taoufik le disait, est celui de arriver à vraiment avoir des acteurs philanthropiques qui ne sont plus nécessaires, parce qu'on est dans une société voilà, qui n'a plus besoin de ces rapports-là, mais peut-être alors qu'il faut se dire comment, si ça c'est l'objectif, pouvons-nous mettre en place des choses maintenant? Peut-être que les objectifs vont être différents, mais voilà, c'est se dire quel est le but que je veux atteindre et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour atteindre ce but. Et peut-être juste, oui, non, je le dirai après quand Claire, tu nous demanderas quels sont les événements à venir, parce que j'ai un webinaire à mentionner sur les mouvements anti-droit. Hmm. Merci pour le teaser, Maya, on va en parler tout à l'heure. Alors, vous voyez comme moi les questions qui sont posées, donc n'hésitez pas, Taoufik, Mathilde, Maya, à vous emparer d'une des questions si vous souhaitez si vous souhaitez y répondre plus spécifiquement. Mais je voyais celle qui était posée sur aussi le fait que cette question de la démocratie est un enjeu essentiel également pour les associations, pas seulement pour les fondations. Et je me disais peut-être, est-ce que Taoufik, tu voudrais
répondre à cette question sur finalement quel peut être le rôle de la philanthropie et peut-être plus particulièrement du Fonds pour la démocratie pour accompagner auprès des associations cette transition vers une meilleure prise en compte en fait de la question démocratique de manière transversale en fait dans le mandat des associations. Ouais, merci beaucoup, Claire. Je vais reprendre les mots de Mathilde. Il faut là, comment dire, et ceux de Maya. Je vais commencer par Mathilde. Mathilde parlait d'humilité. Et je pense qu'il faut qu'on fasse preuve d'humilité dans notre rapport aux porteurs de projets, aux associations qu'on soutient. Parce que je le rappelle une nouvelle fois, on existe en tant que fonds parce qu'elles sont là. Et pas le contraire. Euh, et Maya parlait d'innovation, et c'est si on prend conscience de la chance qu'on a de pouvoir disposer des magnifiques personnes qui sont présentes avec nous au Fonds pour la démocratie, des ressources qu'on a déjà réussi à, à obtenir, et on a besoin de plus de ressources. Voilà, je lance aussi je le dis comme ça clairement. Je ne sais pas si Mathilde l'a dit, mais on est en processus de levée de fonds. Donc bref, si on fait le couple humilité et le couple on a la capacité d'innover, je pense Claire qu'effectivement je vais vraiment essayer de répondre le plus précisément possible à ta question, mais c'est que euh, euh, les porteurs de projets, moi j'en suis en partie, on est englués dans nos problématiques opérationnelles du quotidien. Euh, il y a d'ailleurs un sujet dont on ne parle pas beaucoup, c'est la santé mentale des entrepreneurs ou entrepreneurs sociaux, des dirigeants associatifs. Cette année, c'était l'année de la santé mentale. J'ai l'impression que malheureusement, on a un peu raté le coche du côté de la philanthropie et d'une manière générale dans le milieu associatif sur notre capacité à prendre ce problème à bras le corps. Mais c'est pas très grave. On peut continuer la santé mentale sans que ce soit l'année de la santé mentale. Et donc, si je reviens à ta question très précise, Claire, euh, je me dis que, en tout cas, la manière dont je vois les choses, on n'en a pas vraiment encore discuté explicitement avec Léa, Mathilde, Maya, Maxime et les autres, c'est d'identifier les items qui bloquent le plus aujourd'hui et qui sont le plus qui sont le plus douloureux dans la vie des associations. Donc la question de la santé mentale, la question de la démocratie, c'est-à-dire comment on fait en sorte que des associations ne se transforment pas en repères autocratiques, j'allais dire, parce qu'on voit cette dérive assez souvent. Comment on aide également des personnes qui... le plus dur pour les associations, moi je le vois en tant que, avec une plusieurs casquettes, c'est la transmission. Tu vois, c'est comment on transmet à d'autres personnes euh, l'association qu'on a portée. Et en fait, on n'est pas équipé aujourd'hui en tant que porteur de projet pour faire cela. Donc, j'ai dit que j'allais répondre précisément et à la fois, ça reste flou. Comment je vois les choses? Allez, je vais lancer quelques exemples. C'est un, en proposant des espaces sains, sécurisés et pour des acteurs associatifs, dirigeants, mais pas que, afin qu'ils puissent partager leurs problématiques en matière de démocratie associative. Voilà, proposer ces espaces-là. Et ça, je pense qu'il y a vocation à le faire à plusieurs. Il n'y a pas que le Fonds pour la démocratie, on peut le faire à plusieurs. Ça, c'est un premier plan. Un deuxième point, Maya parlait de la recherche. Je pense que c'est indispensable de rendre beaucoup plus concret euh, les outils et les connaissances qui découlent des travaux de recherche qui sont très nombreux sur la démocratie associative. Ça, c'est deux. Et troisième point, je suis complètement en train je veux dire, je suis en roue libre là, hein, je préfère le préciser. Je veux dire, et troisième chose, euh, euh, je pense que la question de la démocratie des associations ne va pas sans regarder la question de des libertés associatives. Il ne peut pas y avoir de démocratie à un endroit où il n'y a pas de liberté associative. Donc, troisièmement, comment on accompagne aussi les associations dans la conscientisation des limites en termes de liberté associative dans leur plaidoyer afin de leur donner l'espace démocratique dont elles ont besoin. Voilà, j'ai essayé de vous donner trois thèmes. Je ne sais pas ce que ça vaut. Voilà, je m'en Mais remets à vous. écoute, merci Taoufik, t'es lancé en roue libre sur un sujet qui est un sujet complexe et dont on pourrait parler longtemps, à vrai dire. Donc merci pour ces premiers éléments et merci de t'être lancé dans la réponse. On va devoir, et ça va être mon rôle d'exercer, de frustrer un peu tout le monde, parce que c'est vrai qu'on pourrait encore une fois discuter de tout ça plus longtemps, et pardon pour les questions que j'aurais éventuellement pas pu complètement relayer aujourd'hui, mais en tout cas, un très très grand merci à vous trois, Taoufik, Maya
et Mathilde pour vos interventions aujourd'hui sur ce sujet. Merci beaucoup Amélia, Chahine pour la programmation et la préparation des webinaires Racine au titre de l'équipe cœur de Racine. Vous pouvez suivre la page LinkedIn de l'initiative Racine pour être au courant des actualités et notamment des prochains webinaires qui vous seront proposés. Et vous pouvez encore lire et signer l'appel pour une transformation des pratiques philanthropiques qui a été lancé début 2025 et que nous aurons l'occasion de développer et sur lequel nous aurons l'occasion de continuer à élaborer en 2026. Et tu nous rappelais, Taoufik, l'importance de pouvoir élargir les cadres et j'espère bien que nous aurons l'occasion de continuer cette conversation ensemble. Avant de nous quitter, j'aurais une dernière question pour vous trois. Est-ce que vous avez de votre côté une actualité à partager avec les participants et participantes à ce webinaire? Maya, tu semblais dire que tu avais un point que tu voulais Oui, porter à je la n'ai pas le connaissance du lien groupe. encore malheureusement pour pouvoir vous le partager, mais le 14 janvier à 15 heures, Ariadne va organiser un webinaire avec Neil Data, qui a écrit ces deux fameux rapports sur les mouvements anti-droit. Donc, plus d'informations vont suivre la semaine prochaine. On aura un lien d'inscription. Pour l'instant, je ne peux pas vous le partager malheureusement. Mais peut-être que nous trouverons un relais pour le faire si ça intéresse certaines personnes. Voilà. Merci beaucoup, Maya. De votre côté, Taoufik, Mathilde, des actualités à partager? J'y vais, puis Mathilde, comme ça tu conclus en beauté. Oui, deux actualités. La première, je vous ai mis le lien dans le chat, c'est que avec Démocratiser la politique, la semaine prochaine, après avoir sorti ce premier rapport en septembre qui s'appelle Tous les mêmes, que je vous invite à télécharger ou que je peux remettre éventuellement en main propre à certaines et certains privilégiés ici, on sort une cartographie qui permet d'analyser commune par commune, en fait, la composition sociale des conseils municipaux et de regarder finalement les écarts de mixité entre un conseil municipal et un territoire. Voilà, donc on sort ça en fin de semaine prochaine et je vous donne rendez-vous à celles et ceux qui sont à Paris et qui peuvent venir le samedi 31 janvier pour la troisième édition du festival et prix des littératures urbaines. On n'a pas de site internet encore. On a décidé de plutôt passer par Insta. Donc allez sur Instagram, pardon, ou alors écrivez-moi sur LinkedIn. Voilà pour mes deux actus. Super, merci Taoufik. Et Mathilde? Alors, comme on a beaucoup parlé de démocratie et de philanthropie, évidemment, je vais citer un prochain webinaire. Je pense que Marianne du CAC l'a relayé, mais qui travaille justement sur la question philanthropie et démocratie qui aura lieu le 19 décembre prochain. Donc, le collectif des associations citoyennes qui porte ça et dont le Fonds pour la démocratie est partenaire, que le Fonds pour la démocratie soutient. Et ensuite, vous dire ou peut-être passer un message ici pour dire qu'on peut continuer la discussion et notamment s'il y a un intérêt pour discuter de la question d'intégrer la démocratie dans vos axes d'intervention, dans vos programmes pour les fondations et que voilà notre porte est complètement ouverte et avec l'envie de pouvoir poursuivre ces discussions avec vous, notamment dans le cadre de la préparation du prochain cycle de financement qu'on veut lancer en 2026. Donc là, message pour les associations. On vient de clôturer ce premier cycle avec les 13 premières assos partenaires. On va relancer un cycle l'année prochaine. Suivez-nous sur notre page LinkedIn, sur la newsletter. Et les fondations, c'est le moment de continuer à se parler. Merci aussi à toutes et tous pour voilà, vos contributions, le travail. Enfin, c'est vraiment, on mène un travail de composition. Il y a beaucoup d'espaces qui mettent beaucoup d'énergie sur ces sujets. Donc, on n'est pas les seuls. Merci à toutes celles et ceux qui s'engagent sur ces thématiques et, et, euh, et voilà, continuons.